Bonjour, Philippe Jarnia de l'ameublement français. Euh, L'ameublement français, donc je suis responsable de marché. Nous sommes 350 adhérents, fabricants de mobilier, agenceurs, literie, des ateliers de haute facture qui sont importants pour nous, des équipementiers, des éditeurs. Nous équipons à la fois les domiciles qui ont été très sollicités, pardon, dans lequel nous avons été confinés depuis plus de 2 mois. Et puis les équipements professionnels avec les entreprises, le mobilier de bureau, les hôtels-restaurants qui nous intéressent aujourd'hui, les villes qui reprennent vie. Et voilà. Donc nous avons établi avec nos partenaires Bimedia qui s'occupe effectivement de gérer des médias, particulièrement pour les designers et architectes d'intérieur, et le salon Équipe Hôtel qui se tiendra au mois de novembre, on en parlera tout à l'heure, avec Béatrice Graffier. L'ameublement français, donc c'est 350 industriels, donc c'est plus que 36. Et nous sommes également avec des partenariats liés à tout le monde de la décoration, les arts de la table, les revêtements muraux, les revêtements de sol, qui sont plutôt nos membres associés. Donc, les micros des gens qui nous écoutent sont coupés, mais vous avez une petite rubrique questions en bas où vous pouvez commencer effectivement à interroger nos invités, et un petit sondage qui vous permet aussi de vous exprimer sur la vision qu'on peut avoir de notre marché et de la position de la France. Nous avons créé ces webinaires dans un moment un peu de brouillard, où il était difficile de trouver une voie très très claire à la route qu'on prenait. Donc on s'est dit, bâtissons avec des grands professionnels un petit peu d'éclairage sur le chemin de, de ce qui nous attend. Guy Savoie, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'incarnation ou une des incarnations de l'art de vivre à la française. Et c'était important d'avoir votre regard sur votre définition un petit peu de l'art de vivre à la française, et comment vous vivez cette période aujourd'hui. Alors, vous imaginez bien que cette période, on la vit très très mal, hein. On nous a mis en coma artificiel alors que nous étions en bonne santé. J'ai l'impression qu'il y a un grand nombre d'activités reprennent, mais malheureusement pas la nôtre. Et j'arrive à croire que le virus français doit être plus dangereux que le virus italien, suisse, allemand, puisque nos confrères ont pu rouvrir leurs établissements et heureusement démarrent très très bien. Mais là, on risque de ce retard de quelques semaines, on le risque de le payer cher dans le temps, quoi. Déjà, c'est la facture est très élevée, hein, parce que bon, c'est vrai qu'on a bénéficié de toutes les aides et tout ce qu'il fallait pour maintenir l'outil en état. Mais si le bel état de cet outil ne sert à rien, je crois que là maintenant il est très urgent d'ouvrir parce que c'est un secteur. Vous avez parlé de l'art de vivre à la française. Nous sommes l'un les restaurants, les cuisiniers sont bien sûr des acteurs de cet art de vivre à la française, hein. On sait que dans le choix de la France, les touristes qui viennent chez nous, dans les 3 premiers paramètres de choix figure toujours la gastronomie. Donc, c'est toujours, voilà, cet art de vivre aujourd'hui, eh bien, faudrait pas que nos amis italiens qui nous talonnent de près quant au nombre de touristes nous décrochent de cette première place qui fait la fierté de la France, mais il faudrait peut-être pas trop jouer avec les délais. Voilà. Donc vous avez Acteurs qui génèrent, bon, grâce à la possibilité qu'ont les touristes de profiter de la diversité, de la qualité des produits que produit la France, je pense en particulier au vin. Grâce à ces touristes, quand même, lorsqu'ils repartent de chez nous et qu'ils achètent nos produits, qu'ils soient vins ou spiritueux, représentent quand même environ 13 milliards d'euros d'exportation toutes les années. Voilà. Donc l'impact économique, vous l'avez compris, est très important. Alors, comment vous appréhendez la future ouverture, j'espère le 22 juin, c'est ça? Vous Oui, le prévoyez? 22 juin n'est quand même pas bon.
on serait au mois de mars, on dirait on ouvre le 30 mars plutôt que le 15 mars, ça n'aurait pas une grande importance. Mais quand on ouvre le 22 juin à une semaine de ce qu'on va appeler les grandes vacances, Ouais. ça facilite pas notre tâche, quoi. Moi, j'espérais vraiment avoir un éclairage sur au moins 3 semaines de juin qui nous aurait permis un peu d'appréhender l'ouverture de septembre. Là, une semaine avant les grandes vacances, parce qu'un grand nombre de personnes sont restées en activité, heureusement, donc ont prévu leurs vacances dans cette période estivale. Donc ça veut dire que nos concitoyens ne seront pas là, les touristes n'auront pas la possibilité de vraiment rejoindre la France. Donc oui, je pense que nous, on va sortir que très 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 doucement de ce coma artificiel. Est-ce que vous appréhendez l'aménagement de vos restaurants de manière un peu Non, différente alors entre de manière assez cynique, hier, enfin pour le restaurant du Quai de Conti, que connaît très bien Jean-Michel, si je veux respecter les règles, je vais devoir rajouter des tables. Nos tables, elles sont à plus d'1 mètre les unes des autres. D'accord. Alors voilà, donc cette idée m'est venue hier, je vais donc rajouter des tables pour être en parfaite harmonie avec les règles sanitaires. Donc, enfin, dans nos métiers, on est lié à l'hygiène et aux règles sanitaires. On est compte que ce qu'on prépare, des convives vont le déguster, l'ingérer. Si on n'est pas proche de ces règles, d'abord d'hygiène et maintenant sanitaire, c'est que bon, on n'a rien à faire dans ce métier. Donc, toutes ces règles ne sont pas vraiment un problème et je suis convaincu même qu'elles vont s'alléger très très vite parce que certains pays déjà ont enlevé toutes les mesures barrières et tout parce qu'ils sont aperçus que en tout cas je ne sais pas si le virus est derrière nous mais pour l'instant il a l'air de nous laisser tranquilles donc voilà. Alors oui mais alors pour les autres établissements, j'ai 3 autres établissements à Paris. Alors il y en a un, c'est vrai, où vraiment les tables sont très très rapprochées. Hein. C'est un restaurant de ramen. Là, c'est vrai que celui-là, j'ai décidé de ne l'ouvrir qu'en septembre parce que je vois mal installer des plexiglas entre chaque convive et c'est bon, qui est un peu en dehors de mon approche ou de la définition de lieux conviviaux, quoi. Il y a un moment où on doit permettre aux gens, il ne faut pas non plus surjouer les règles sanitaires. Elles sont importantes, mais il ne faut pas surjouer. Je vais vous raconter cette anecdote. Je suis allé chez un coiffeur, un salon de coiffure où j'aime beaucoup aller, qui a à la fois, au-delà du grand professionnalisme, il y a une chaleur, enfin, il y en a que chaleureux. Et là, il y avait une nouvelle personne qui, visiblement, avait pris ses règles sanitaires très au sérieux et de manière très martiale, s'est empressé de me les annoncer en me mettant dans un coin. J'ai quand même osé demander si je pouvais garder mon pantalon parce que je trouvais que surjouer à ce point des mesures sanitaires, ça devenait grotesque. Bon, voilà. Après, bon, elle est venue s'excuser, tout s'est bien passé, mais il faut aussi faire attention à tout ça, quoi. On n'assiste pas à une caporalisation des, des attitudes. Voilà. Vous vous connaissez depuis longtemps avec Jean-Michel Wilmotte? Jean-Michel Wilmotte, ça fait quelques années. On peut dire à partir de plus de 2 décennies, on peut dire des décennies. Voilà. Non, non. C'était une rencontre. Oui, tout à fait. C'était lors d'un match de rugby, vous voyez. Et je ne savais pas que je m'adressais à Jean-Michel Wilmotte. À Bourgoin, non? Non, c'était pas à Bourgoin. C'était en Irlande ou en Écosse, je me souviens plus exactement. À Édimbourg. Voilà, c'était à Édimbourg. Voilà. Donc le Flower of Scotland nous avait certainement mis en émoi. Et voilà. Donc je disais que j'étais très très impressionné par mes architectes, par le travail de Jean-Michel Wilmotte, et très timidement il m'a dit c'est moi. Voilà notre première rencontre qui s'est passée de manière très. Il a pu mesurer mon ignardise sur, en tout cas, la physionomie des célébrités. Et, voilà. Et après, bon, moi, très timidement, quelques temps après, je lui ai demandé si le fait de refaire mon restaurant, c'était quelque chose qui était dans ses. Et tout de suite, il a dit un oui, mais alors un oui chaleureux, et en me disant, et je vais surtout conserver l'atmosphère de cet endroit. Et voilà. Monsieur Wilmotte.
la complicité est née ce jour-là. Et puis, bon, la dernière de ses œuvres, donc c'est Quai de Conti, dans le bâtiment de la Monnaie. Et c'est vrai que, bon, on a parlé de manière très succincte. Et puis j'ai dit, écoute, Jean-Michel, si tu permets, j'irai voir le restaurant lorsqu'il sera fini, lorsqu'il sera terminé. Donc je n'ai pas assisté à l'avancée des travaux, quoi. Ah oui, d'accord. Je voulais voir ce lieu terminé. Bon, une D'accord. confiance totale. Il m'avait expliqué un peu ce qu'il voulait faire, bien sûr, histoire de l'antre, c'est-à-dire entrer dans un couloir plutôt obscur et après profiter de toute la lumière des différents salons et que la table soit attirée en fait par le paysage extérieur. C'est quand même extraordinaire pour un architecte de penser plus à la vue sur l'extérieur qu'à la vue sur son propre travail. Donc c'est Oui, ouais, ouais, absolument. voilà, Monsieur Villemotte, alors, est-ce que l'art de vivre à la française va souffrir de ces précautions sanitaires? Donc, d'abord, je voulais remercier Guy pour tout ce qu'il vient de dire et notamment pour son abus de confiance qu'il m'a montré depuis des années et des années. Donc, ce mode de vie, moi, je pense qu'il faut quand même se rappeler qu'il y a quelques années, la cuisine française a été mise au patrimoine mondial Ouais. de l'UNESCO. C'est quand même quelque chose de très, très important. Ça montre c'est aussi important qu'un village qui est classé, ben, la nourriture française, il faut le savoir, ça, si vous voulez. Et puis, la nourriture française, elle a besoin d'un cadre. Ça, la restauration a besoin d'un cadre. C'est parce que quand on vient, c'est pour voyager, c'est pour déguster, et on veut être dans un cadre qui accompagne cette dégustation. Et c'est ça, je trouve vraiment intéressant. Et chaque fois qu'on parlait avec Guy, il me donnait quand même des indications très très fortes. Il dit, moi, je voudrais une auberge. Je veux recevoir les gens comme dans une auberge. Voilà. Et à chaque fois, il me donnait cette idée. Et puis, c'est vrai qu'après, quand on s'est retrouvé dans un palais 18e, à la Monnaie, c'était une autre histoire. Et moi, je disais, il y a deux choses qui sont importantes. Qu'est-ce qui se passe dans l'assiette et puis qu'est-ce qui se passe dehors? C'était les deux choses les plus importantes. Et ça, Guy a bien compris, vu la taille de ses assiettes, vu aussi la variété de l'équipement des tables avec les salières, les petites soucoupes, les grandes soucoupes, la façon dont toutes les choses sont présentées. Je pense que l'art de vivre, il est là, dans la façon dont on présente le pain, dans la façon dont on présente les couverts, dans le changement, le rythme, les matières. C'est ça c'est cet art de vivre que moi je trouve que c'est très essentiel dans l'accompagnement de la cuisine. Après, ben, il y a l'enveloppe. L'enveloppe, sont les murs, qu'on se sente bien, que c'est pas la peine d'attirer l'œil ailleurs que dans son assiette. Et il faut simplement qu'on se sente un peu dans un écrin, qu'on se sente même valorisé, j'allais dire. C'est important qu'on se sente valorisé, qu'on ne soit pas dans un endroit qui va vous infliger des couleurs sur le visage ou qui va jurer avec ce que vous avez ou dans l'assiette ou sur vous. Je pense que il y a une espèce de, presque, j'allais dire, un grand classicisme à apporter dans l'accompagnement. Bon, on peut avoir de temps en temps faire un tout petit peu d'événements autour de la restauration, mais remarquez que ça ne dure jamais très très longtemps. C'est souvent des événements qui au bout de quelques années vieillissent. Moi, ce que j'aime bien, et c'est ce qu'on a fait avec Guy, ce qu'on a fait ensemble, c'est intemporel. Le premier restaurant que nous avons fait rue Troyon, il était totalement intemporel. Et le dernier, vous allez, Quai Conti, vous ne savez pas s'il a été fait il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans ou l'année dernière. C'est ça, je te trouve. Et puis, c'est un lieu de culture, donc il y a déjà la culture créée par Guy, il y a aussi la culture de l'art contemporain qui est là très discrètement, mais il y a une collection qui tourne, qui varie et qui est là aussi pour accompagner, qui aussi met le niveau qualitatif de la cuisine par rapport au niveau qualitatif des artistes qui accompagnent ces architectures. Et donc, Alors, c'est un ensemble. vous avez 280 personnes, je crois, dans vos équipes et d'énormes secteurs différents. Comment vous avez géré toutes ces contraintes liées à cette pandémie, aux précautions qu'il fallait prendre en architecture? Bon, on l'a fait très, très sérieusement, je pense que c'est important. Et nous, on a pris un cabinet de conseil
en ce qui concerne notre façon de travailler. Donc, j'ai voulu rouvrir tout de suite, dès que ça a été possible, le 11 mai, si vous voulez. C'était très, très important pour moi. Et on a rouvert par petits secteurs, c'est-à-dire que environ 20% de l'agence, après 35, 40, 50, jusqu'à début juin, où la totalité de l'agence était. Et puis, bon, on a le problème à gérer du télétravail, parce que les gens sont habitués au télétravail, et chez nous, c'est un travail d'équipe, de création. C'est exactement comme chez Guy, ses collaborateurs peuvent pas être au télétravail. Mais chez nous, c'est pareil. C'est un vrai, la créativité, la création, je veux dire, se fait en groupe et pas derrière des écrans et au téléphone, quoi. Et donc, ça, je dois le gérer. Bon, on a aussi espacé, comme on l'a demandé dans la restauration, on a fait des circuits, on a fait ça. Et dans le domaine, chez les clients, alors maintenant, ça devient un sujet important. On fait un grand siège social, par exemple, au Luxembourg. Si vous voulez, le client a demandé à ce que tous les plateaux puissent être cloisonnés. Alors qu'on était arrivé à des grands espaces libérés. Et je prends qu'un seul exemple. Nous avons fait la station F, si vous voulez, cette grande start-up où les gens sont à 1,20 m à peine les uns des autres. Ben, c'est évident qu'il va falloir reconsidérer légèrement ça, mais j'ai pas envie non plus de casser le courant qui passe, comme le courant passe dans un restaurant où il y a quelque chose qui comme dans un théâtre, il faut faire très très attention, parce que sinon on va tuer le plaisir, le bonheur ou de travailler, ou de déguster, ou d'aller voir un spectacle. Faire très très attention. Alors comment vos architectes et architectes d'intérieur tiennent compte de ces contraintes pour garder quand même un esprit de convivialité dans tous les espaces? On travaille on a plein d'astuces, si vous voulez, qui mixent les sujets, qui fait que on alterne les bureaux fermés avec les bureaux ouverts, on joue sur on réinvente un petit peu ça, sans non plus être excessif, parce que je pense faut faire attention, quoi. Il y a tellement d'incertitudes qu'on a créé un maximum de barrières, et qui finalement sont en train de tuer beaucoup de métiers. Et je pense que je parlais avec des hommes de théâtre la semaine dernière. C'est dramatique ce qu'on est en train de faire, quoi. Pour le théâtre, il ne faut pas tuer le théâtre. C'est la même chose que pour la restauration. Je pense qu'il y a du bon sens, mais je pense que le bon sens, c'est de se protéger, mais sans excès. Je pense que on avait peut-être été à un maximum d'excès, mais pas et de non-contrôle. Maintenant, je pense qu'il y a une espèce de raison qui nous a calmés. Mais c'est pas pour ça qu'il faut tuer à la fois le monde de la restauration, le monde des arts en général, du théâtre, etc., quoi. Mais aujourd'hui, on anticipe sur chaque projet avec des espaces de tampons, si vous voulez. Moi, je propose aussi que, par exemple, dans l'habitation, les appartements sont en contact presque avec l'espace extérieur. Et je pense qu'il faut recréer des sas entre l'espace extérieur et l'espace public, ou l'espace de copropriété. Ça, il va falloir qu'on réinvente des choses, parce que dans les halls d'immeubles, il n'y avait plus que 2 ascenseurs et des boîtes aux lettres, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'espace de convivialité ou de respiration et de transition. Ça, il faut qu'on réinvente ça. On est en train, nous, d'y travailler, on fait des propositions dans ce sens-là. Je pense que les matériaux qu'on utilise, bon, je pense qu'il y a des matériaux qui sont plus appropriés à l'hygiène que d'autres. Il y a des matériaux qui sont antimicrobiens, il y a des matériaux sur lesquels les microbes ne se déposent pas, et donc il faut recenser ce genre de matériaux et aller vers son utilisation, sachant qu'ils seront certainement beaucoup plus chers, quoi. Après, je pense que l'idée de l'hygiène en général, c'est un sujet intéressant, mais on va pas vivre dans des espaces lyophilisés, totalement à l'ère hospitalier. Il faut qu'on trouve une autre façon de les gérer, quoi.
Mais Monsieur, je pense qu'il est temps de reprendre un oui. petit peu de bon sens. Mais je ne vais pas dire qu'on n'en avait pas avant, mais un tout petit peu de bon sens, ça ne nous fait pas de mal. Mais quand je repense à l'espace de Guy Savoy, il dit qu'il pourrait remettre des tables s'il voulait être dans les normes. C'est exact, parce que c'est aussi la qualité de son espace. Quand on parle du Quai Conti, c'est que les gens sont dans une salle à manger où il y a 3 ou 4 autres tables, mais ils ont l'impression d'être un peu seuls parce qu'ils sont suffisamment éloignés des autres tables. Ils ne peuvent même pas entendre les conversations des autres tables. Je trouve ça. Et, et c'est ça qui est intéressant. C'est un certain luxe aussi. C'est bien d'avoir cette implantation qui fait qu'on a un peu l'impression d'être chez soi. Et c'est ce qui se passe sur le Quai Conti, quoi. Monsieur Savoy, vous avez entamé des livraisons à domicile pour garder. C'était pour garder le contact avec vos clients finalement. Absolument, c'était pour déjà avoir l'impression de servir à quelque chose, hein, parce que au bout de tout ce temps, on se dit, mais Ouais. voilà, comme l'a très bien dit Jean-Michel, nous, bon, le télétravail, c'est pas possible. Donc, il fallait qu'on remette les mains dans le concret, et voilà, et ça a été très, très bien perçu. Ça va par rester ça nos comme Philippe. activité? Oui, je pense, bon, ça va rester, et je pense que à la, à la réouverture, on va même aller un peu plus loin. Bon, il se peut qu'il y ait des craintes chez certains convives, donc ils auront la possibilité d'avoir un cuisinier à la maison s'ils veulent organiser un déjeuner ou un dîner. Voilà, ça on va le mettre en place dès que le restaurant ouvre. Et, voilà. Bon, et je pense que ça peut rester parce qu'on est quand même tous un peu inquiets sur d'emblée la fréquentation de nos maisons. Donc si on peut, encore une fois, c'est de faire le maximum pour laisser le minimum de gens en chômage partiel. Il y a aussi les citoyens français, on a tous conscience que l'économie doit repartir et on doit tous, chacun à notre niveau, mettre en place les paramètres pour que reparte cette économie le plus rapidement possible. Vous êtes impliqué dans la conception de produits que vous avez en boutique avec des arts de la table, avec des objets. Vous êtes occupé un peu de design aussi vous-même. Bon, ben, oui, enfin, pour rejoindre ce que disait Jean-Michel, je crois qu'un restaurant, c'est un ensemble de choses. Hein. Cet ensemble, bien sûr, ça passe par le lieu. Moi, j'ai la chance d'avoir un lieu unique. J'ai la chance d'avoir des équipes qui sont des vrais relais pour l'atmosphère que je veux qu'il règne dans cette maison. Hein. Et pour que l'atmosphère soit je dirais, dans l'espace qu'a créé Jean-Michel, ben, l'habillage, bon, des œuvres d'art, il en a parlé. La plupart viennent de la collection de François Pinault, qui a eu la gentillesse de proposer d'animer encore plus sur le plan artistique cette maison. Je crois que c'est tout ça, Jean-Michel l'a très bien dit, c'est participer au bien-être des convives. Je crois, vous savez, lorsqu'on est bien, on n'a pas besoin de prendre une feuille de papier et dire pourquoi on est bien. C'est une multitude de détails, de choses qui font que ben, vous êtes bien et que ben, ça vous suffit, quoi. Mais c'est à nous de penser, à Jean-Michel et à moi de penser qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que chaque convive se sente tout simplement bien et dans un lieu, bon, alors, beau, mais surtout dans un lieu unique. L'histoire, c'est de créer un lieu qui ne ressemble pas aux autres. Et c'est la possibilité que nous donne le métier de cuisinier ou de restaurateur. Et il faut s'appuyer sur des gens comme Jean-Michel et puis d'autres artistes pour qu'on fasse ce lieu unique. Et vous pensez avoir des convives qui, certains peuvent être angoissés, avoir besoin effectivement de plus de sécurité Bon, que d'autres? j'espère me tromper, mais j'imagine qu'il peut y avoir des convives craintifs qui seront peut-être ravis d'avoir un cuisinier qui vienne leur faire le déjeuner ou le dîner chez eux s'ils ont des amis ou s'ils sont en famille. Ça, ce sera possible avec, dès la réouverture,
ce sera possible chez nous. Voilà. D'accord. Avec déjà 2 menus qui sont composés, bon, et après, bien sûr, ce qui servent de base aux propositions, et après, bien sûr, les menus seront composés en fonction du souhait des convives. Voilà. Et vis-à-vis de la profession, je sais que vous êtes impliqué vis-à-vis de tous vos confrères. Quels sont les, pas forcément les conseils, mais quelle attitude vous avez pour aider effectivement à ce que toute la profession retrouve une activité pleine et entière, quoi. Ben, je crois qu'il faut vite que les compagnies aériennes Ouais. se remettent en route. Il faut vite qu'on nous donne l'autorisation. Encore une fois, c'est une autorisation qu'on demande parce qu'il n'y a même pas d'obligation de rouvrir. Donc, je pense qu'on pourrait faire. On a heureusement allégé pour les terrasses. Je pense qu'il faut maintenant continuer et puis il faut vite que cette activité reprenne parce qu'encore une fois, nos voisins européens ont repris et accueillent, je pense surtout encore une fois aux Italiens, ont repris une activité normale, ont même ouvert leurs frontières et voilà, je crois que il faut pas qu'on perde trop de temps, surtout dans une ville comme Paris, qui est quand même la destination phare de notre pays et que il faut ouvrir pratiquement pendant la période de grandes vacances, c'est pas très judicieux, quoi. On est peut-être un peu loin du bon sens là. Hein. Et je j'occulte pas ce printemps fait de douleurs, de souffrances et tout ça. Mais aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe chez nos voisins ou même chez nous, hein, je ne vois pas qu'est-ce qui peut aujourd'hui qui peut empêcher l'ouverture des restaurants. Oui, d'autant plus lance un qu'à appel Lyon, avant le 22 juin. à Lyon, on a réouvert et ça se passe bien. Hein. Ouais. Et très bien, ben oui. Donc, bonjour Max Flageolet. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Bonjour. J'ai entendu parler de Bourgoin-Jallieu, ça m'a rappelé des souvenirs. J'ai grandi à Bourgoin-Jallieu. Au lieu du rugby. Absolument. Max, tu voulais prendre la parole? Oui, question à Monsieur Villemotte. Est-ce que qui concerne le rôle des fabricants français de mobilier et agenceurs dans les mutations que vous avez évoquées et savoir comment est-ce qu'on pourrait accompagner justement les changements que vous avez décrits? Bien, écoutez, je pense que dans la création de mobilier, c'est vrai qu'il peut s'adapter. Il peut s'adapter à ces nouvelles normes. Je pense que c'est une solution. Je pense qu'on peut aussi inventer un mobilier entre guillemets alcôve qui permet de regrouper les gens en plus petite quantité, si vous voulez, et puis recréer des zones à l'intérieur des grands plateaux. Moi, je pense que on peut pas tout compartimenter. Donc, c'est peut-être inventer un mobilier très flexible qui peut s'adapter à des situations et différentes. Moi, je pense aussi beaucoup au fait qu'il faut se préparer pour certaines crises et qu'il faut se lancer dans plus de modularité, plus de flexibilité et d'adaptation. Moi, je pense aussi nous avons réfléchi, par exemple, comment aussi les nouveaux espaces publics pourraient avoir une possibilité de muter et devenir des lieux où on puisse rassembler des gens pendant des pandémies, pendant des accidents, des inondations. Et donc, les designers doivent maintenant inventer un mobilier qui s'adapte, qui se transforme et qui puisse, si vous voulez, peut-être aujourd'hui être adapté aux besoins qu'on nous propose, mais demain revenir à des dimensions normales. Vous voyez, on va pas non plus vivre maintenant tout le reste de notre vie par des systèmes pseudo-confinés. Il faut s'adapter à la situation d'aujourd'hui, mais très très vite pouvoir se réadapter et se remettre dans le courant normal en tout cas dans une autre vision de l'espace. On va pas s'enfermer, se mettre derrière des cloisons de plexiglas toute la journée. Donc, c'est une époque
on réagit, mais et on a certainement une somme de contingences qu'il faut peut-être, on va en tenir compte, mais il ne faut pas que ça devienne notre nouvel ordre. Qu'il faut après être prêt à se redéployer avec plus de liberté, parce que on n'est pas des gens. Le confinement, ça va 2 mois, mais je pense qu'on n'est pas fait pour vivre ces expériences trop longtemps. Et je crois qu'il faut se préparer à revenir vers des solutions un petit peu d'avant, mais peut-être en utilisant des bonnes matières, des matières qui vieillissent bien, des matières qui se patinent bien, des matières qui sont saines. Il faut revenir aussi à une certaine ergonomie. Il faut revenir je pense que quand on parle des matériaux aujourd'hui, il y a des matériaux qui sont hors du temps et qu'il faut peut-être faire revenir dans les circuits. Je pense qu'il y a certainement une utilisation de la filière bois qui serait peut-être plus intéressante aujourd'hui. Il y a, plutôt que des matériaux de synthèse, je pense qu'il faut revenir vers ça. Vous savez qu'il y a beaucoup de matériaux qui sont antibactériens, il y a des traitements antibactériens, il y a des systèmes aussi il y a des matériaux sur lesquels les microbes ne peuvent pas rester. Par exemple, le cuivre, si on disait que les poignées de porte sont en cuivre, on sait qu'il y a les matériaux, les microbes ne restent pas sur le cuivre. Bon, c'est un tout petit exemple, mais bon, et puis peut-être revenir au niveau de l'aménagement intérieur, peut-être avoir moins de climatisation, plus de ventilation naturelle, revenir vers des choses qui soient moins transporteurs de microbes. Et je pense que la proximité entre les gens, c'est quelque chose qui va peut-être petit à petit revenir à des normes plus traditionnelles, mais il y a aussi le fait que plutôt, j'allais dire, la promiscuité est plus difficile, et puis la façon dont on a géré les bureaux récemment, tous les bureaux de start-up, comment on les ventile, comment les gens travaillent côte à côte. Voilà. Bon, c'est une adaptation et c'est intéressant. Et peut-être même si on revient vers quelque chose de plus traditionnel, on le fera avec une meilleure qualité, je crois. Est-ce que, à ce propos, vous parliez de la gastronomie qui est au patrimoine mondial? Est-ce que l'architecture d'intérieur française et le design français fait aussi partie de nos fiertés, vous pensez? Écoutez, elle se défend bien. Je pense qu'elle se défend bien en tant que fabricant, mais aussi les designers français s'exportent très très bien. Il y a beaucoup de designers français on parle de la création en Italie, par exemple. Il y a 20% des designers français qui travaillent en Italie. Je veux dire, enfin, 20% des designers en Italie qui sont français. C'est ça que je veux dire. Donc, je pense qu'on a toujours une très bonne cote. On a une très bonne cote en architecture. Je pense que quand vous allez dans un pays asiatique ou en Russie ou dans d'autres, quand on dit que cet architecte est en plus français, c'est quelque chose qui a toujours la cote. C'est un grand mystère, comme la cuisine française a la cote. Voilà, moi beaucoup de chance parce que et pourtant c'est pas on a parfois des ambassadeurs et une politique qui n'est pas toujours qui est là pour nous aider, mais malgré tout on résiste. Béatrice, bonjour. Bonjour. Je te laisse la parole. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc Béatrice Gravier, je me présente en 2 secondes. Je représente effectivement le salon Equipotel. Donc Equipotel, c'est le salon référent pour l'hôtellerie et la restauration. Notre prochaine manifestation est prévue du 15 au 19 novembre, donc dans 5 mois. On espère évidemment que d'ici là, la situation sanitaire se sera clarifiée et que nous pourrons jouer notre rôle de rassembler la profession et de vous mettre tous ensemble dans un même lieu et pour favoriser les échanges, les discussions et vous permettre à tous d'avancer et de vous reconstruire. Donc, j'avais une question plutôt pour Monsieur Savoie. Alors, avec cette crise du Covid, on est en train de constater qu'il y a comme 2 courants en fait qui sont en train de se dessiner. Le premier, ce serait ceux qui restent très concentrés aujourd'hui sur la recherche de la perfection,
Je lisais récemment que certains de vos confrères, par exemple, ne veulent pas utiliser de gel hydroalcoolique. Ils sont en train de retravailler un rituel du lavage des mains, donc pour refaire de ce moment un moment de joie et une expérience particulière pour leurs clients. Vous parliez il y a quelques instants des dîners à la maison en présence d'un grand chef. Donc là, ça nous ramène même assez loin, hein, sur la période même avant Escoffier, ça nous ramène assez loin, mais voilà, une tendance qui part vers cette recherche de la perfection, de cette haute gastronomie liée au parfait. Un deuxième courant est en train de se dessiner, enfin, qu'on peut constater, c'est une sorte de démocratisation de la haute gastronomie avec les livraisons, les ventes à emporter, cette montée en puissance qu'on voit depuis quelque temps de la bistronomie. Donc, ma question était, quel est votre point de vue par rapport à ces deux courants? Comment, suite à cette grosse crise du Covid qui nous impacte, vous voyez l'avenir de la haute gastronomie? Bon, mais tous les exemples que vous venez de donner prouvent que nos professions sont très agiles et sont capables de s'adapter et d'inventer. Et plus on aura, dans cette belle diversité déjà qui existe à la fois de produits et de savoir-faire, si dans l'interprétation de ces produits et de ces savoir-faire, on trouve encore des nouvelles voies qui enrichissent encore le paysage de la gastronomie ou de la cuisine tout simplement, je crois qu'on ne peut qu'applaudir. Après, vous savez, la diversité déjà dans nos métiers, elle est tellement présente, hein, mais à la fois c'est facile de diversifier une profession qui repose sur une telle diversité de produits et de savoir-faire. Je crois qu'on est la singularité de la France, ce sont tous ces savoir-faire, hein, mais je ne vais pas tous vous les citer, mais bon, quelques-uns, la boulangerie, la charcuterie, quand on voit les recettes qu'il y a autour de la charcuterie, des vins, des fromages, en fait, tout ce qui fait cette diversité, c'est normal que tout ça débouche sur une même diversité de travaux pratiques, je dirais. Après, vous avez parlé de la bistronomie, c'est vrai que c'est un phénomène nouveau qui, je pense, va se répandre maintenant sur tout le territoire parce que il n'y a pas de raison que les régions, justement, ne profitent pas de ce nouvel engouement, de ces jeunes cuisiniers qui ont beaucoup de talent et qui ont envie qui ne visent pas forcément les distinctions, hein, qu'elles soient étoiles, toc ou autres, mais qui ont envie de faire très bien. Je dirais c'est presque un retour en arrière. C'est les bougnats à Paris ou ces bistrots ou ces restaurants en région qui étaient tenus par un couple et soit la dame était en cuisine, soit l'homme, mais il se passait quelque chose, quoi. Il y avait quelque chose de très à la fois singulier, et qui s'est un peu perdu au fil du temps, mais qui, je pense, peut revenir beaucoup plus étalé sur le territoire. C'est un peu, enfin, c'est intuitif, hein, je pense que. Et peut-être c'est l'image de l'aubergiste qu'on évoquait tout à l'heure. Absolument, non, aubergiste, non, mais peut-être aussi de prise de conscience de bistronomes de grandes villes qui vont se dire, mais pourquoi ne pas faire la même chose dans une petite ville ou à la campagne? On aura moins de frais, on n'aura pas les gilets jaunes, on n'aura pas les grèves, on n'aura pas. Voilà, c'est tout ça qui va faire une forme d'adaptation à un monde qui n'est pas toujours tendre dans les grandes villes, quoi. D'accord, donc une diversification, effectivement. Oui, ouais. Mais n'importe quoi. On est déjà un métier, enfin, depuis, je dirais, le salon de thé, en passant maintenant, on parle de plus en plus, on assiste même à des jeunes qui ont beaucoup de talent, qui font cette fameuse street food. Hein, d'ailleurs, moi, je m'y suis même collé puisque je fais des ramen. Donc, ramen, c'est soupe japonaise. Donc, non, mais je crois qu'aujourd'hui, il faut encourager cette variété, cette diversité. Encore une fois, elle repose sur une grande diversité de produits. Donc, plus il y a des produits et plus on a de possibilités
de trouver des nouvelles voies pour travailler avec ces produits. Et en plus, c'est vrai qu'on est le pays où on a cette diversité, ces savoir-faire, c'est notre ADN. Hein, ça nous coule dans les veines depuis plusieurs générations, contrairement à ce qui se passe dans certains pays autour de la planète où il y a une vraie volonté. On s'en rend compte depuis une dizaine d'années, l'intérêt pour la cuisine, pour les cuisines tout autour de la planète, n'a jamais été aussi important, quoi. On assiste, moi je dis il s'est passé plus de choses autour de la planète, pas en France, hein, autour de la planète ces 10 dernières années que les 2000 ans qui ont précédé. Donc il y a une vraie poussée, quoi, une vraie poussée à l'intérêt, et tout ça, ce sont autant de nouvelles voies qui s'ouvrent. François Salane, es-tu là? Oui. Bonjour à tous. Je vous pose la question du groupe Bimedia, hein, qui est partenaire de ce webinaire avec les magazines Intramuros et Archicréé notamment. Ma question est pour Monsieur Wilmotte. Je voulais vous demander dans un tel contexte, comment les architectes d'intérieur doivent-ils travailler, dans quel sens, pour maintenir l'attractivité des restaurants français? Écoutez, je crois qu'il faut pas baisser les bras. Hein, il faut pas baisser les bras. Je pense que effectivement, si pendant quelque temps on doit créer des distanciations, des distances, je veux dire, entre les tables, ça va créer des drôles d'atmosphère et il va falloir peut-être compenser ça par de l'éclairage, par des matériaux, parce que si les petits bistrots qu'on fréquente régulièrement, si vous enlevez une table sur deux, il va plus rester beaucoup. Donc, il va falloir qu'on trouve des solutions pour réchauffer ces espaces. Je connais des petits bistrots, si on enlève une table sur deux, il restera 10 tables, quoi. C'est pas imaginable, quoi. Et c'est vraiment notre singularité. En France, on a inventé ce genre de restauration même de très grande qualité, hein, et je pense qu'il faut pas les casser par ces nouvelles contingences. Bah, il y a peut-être un équilibre à faire par l'éclairage. À mon avis, on peut pour recréer un peu plus d'intimité, parce que si vous vous retrouvez dans des endroits avec du carrelage sur les murs, des lumières violentes et puis une table tous les 1m80, ça va pas être très très drôle, quoi. Donc il va falloir réinventer des modes un petit peu différents quand même. Mais je dis il va falloir réinventer, mais moi je suis quelqu'un d'optimiste et je pense que ça va disparaître petit à petit. Simplement, on gardera quelques principes d'hygiène qu'on va garder pour nous, mais il faut espérer que la normale reviendra dès le mois de septembre et c'est mon optimisme qui me dit ça, si vous voulez. Mais c'est vrai que si on applique à la lettre ce qu'on nous demande, on va avoir des lieux assez étranges. D'ailleurs, on va retourner dans des endroits qu'on connaissait bien et qu'on est fréquentés pour leur chaleur et qu'on va plus reconnaître. Donc, il va falloir réinventer quelque chose. Ou alors, mais mon optimisme dit que ça va redémarrer et avec Guy, on va chacun de notre côté faire ce qu'il faut pour redonner de l'élan et de l'entrepreneuriat dans tout ça. Je veux dire, c'est important. C'est drôle parce qu'on a fait travailler à une école de design sur ce que représentait l'art de vivre à la française et un meuble français. Et ils sont partis un peu dans tous les sens, ce qui est normal, mais ils avaient quelque chose en commun, c'est le souci du détail. Et Monsieur Savoie en a parlé tout à l'heure. Et en design, je ne sais pas si on l'a toujours, ce souci du détail là, parce qu'il y a des contraintes financières, des contraintes de temps, des contraintes de prix, peut-être des manques de culture. Est-ce que cette culture française du petit détail qui fait tout, parce que créer un bon plat ou créer une bonne ambiance, c'est une sommité de détails, hein, vous le disiez tout à l'heure, non? Oui, absolument. Bien sûr, vous savez, c'est une multitude de petits détails qui lorsque le puzzle est réussi, bien vous avez ce sentiment de bien-être qu'on essaye de faire régner dans nos maisons. Je veux dire, qui est passé, je ne vais pas en faire l'énumération de tous les paramètres, mais moi, ce qui me fait dire très souvent que le restaurant est le dernier lieu civilisé de la planète. Tout est mis en œuvre pour le bien-être des convives. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et d'ailleurs, très souvent, quand on sort d'un restaurant, on garde l'atmosphère, la nourriture. C'est des deux éléments qui sont inséparables. Je pense que c'est essentiel. On peut pas déguster une cuisine de très grande qualité avec des fluos éblouissants à 40 cm de la tête. C'est pas possible. Et dans une assiette en opaline ou vous voyez, ou en Duralex. Vous voyez, c'est pas l'esprit de l'accompagnement de la belle cuisine. Samia, bonjour. Bonjour. Alors, nous avons beaucoup de questions, hein. Il y en a beaucoup. On va essayer d'en sélectionner quelques-unes. Alors, la première s'adresse à un peu tout le monde, qui serait afin de rassurer les clients sur l'hygiène. Que pensez-vous de certaines solutions numériques, ou en tout cas du digital, qui peuvent permettre d'expliquer, enfin d'avoir un point de vue pédagogique, mais aussi de rassurer les convives dans le cadre de leur dîner au sein des restaurants ou autres? Oui, bon, vous savez, nous, on a l'habitude d'être dans la vraie vie et dans l'hyper concret. Alors, l'hyper concret veut dire digital, en tout cas, je parle de ma maison. Hein. Le digital ne remplacera jamais le maître d'hôtel qui va vous raconter les plats et qui va non seulement vous raconter les plats, mais lorsque le plat va arriver, c'est exactement ce qu'il vous a raconté. Ce qui est assez rare. Il y a plein de métiers, on vous raconte des choses et lorsque vous avez le résultat, c'est pas du tout ce qu'on vous a raconté. Chez nous, on est sûr avec ce concret. Moi, c'est dans ce concret que je puise mes sensations et que je garde l'enthousiasme parce que quand vous vivez tous les jours avec des vrais produits, avec des vrais collaborateurs et des vrais convives, vous êtes forcément épanoui, vous êtes forcément bien. Et moi, j'ai pas envie d'installer du digital dans ma salle de restaurant. J'ai envie que Hubert, Christophe continuent à raconter, hein, à faire. Même pas, je peux pas dire à faire rêver parce que c'est pas du rêve, ça va être la réalité quelques minutes après. Donc voilà, on va rester sur ces mêmes principes-là. Là, j'en profite pour dire que le monde d'après, chez nous, il sera comme le monde d'avant parce que j'ai envie de défendre tout ce que j'ai défendu jusqu'à maintenant et j'ai vraiment envie de rester sur les mêmes paramètres. Est-ce qu'à ce propos, vous pensez que les gens qui mangent chez vous sont intéressés par l'origine des produits que vous utilisez? Et est-ce qu'il peut être intéressé par le fait que le mobilier et les éléments de décoration sont aussi fabriqués dans nos régions? Oui, bon, moi je crois que je suis franco-français, Jean-Michel le sait bien, on a fait ensemble un restaurant à Las Vegas, on a fait un restaurant à Doha, et je vais dire, à chaque fois, c'était créer une vraie ambassade de l'art de vivre à la française, hein, jusque dans le choix des vins, bon, dans le restaurant de Vegas, qui existe depuis maintenant 14 ans. Jean-Michel a inventé une cave dans le restaurant. Et puis dans cette cave, moi j'ai exigé qu'il y ait, bien qu'on soit pas très loin de la Napa Valley, il y a 98% de vin français. Voilà, donc ce sont des cocoricots en permanence. D'ailleurs, mais les gens nous font venir pour ça en plus. C'est pas pour faire un restaurant américain. Quand il faut venir à un cuisinier français, c'est vraiment pour faire un restaurant français avec nourriture qui repose sur les savoir-faire français, une atmosphère qui repose sur ce qui se passe dans le restaurant parisien. Et voilà, donc on reste dans le même. Oui, on est cohérent. On est dans le concret cohérent. Samia? Alors, cette question s'adressera davantage pour Monsieur Wilmotte. Est-ce que vous pensez que tous les chantiers mis en place dus au Covid pour respecter les mesures sanitaires vont prendre déjà plus de temps à se faire et y a-t-il un coût supportable pour le client?
C'est vrai que toutes les mesures qu'on doit prendre, là, ce matin, j'étais sur un chantier, elles sont là un petit peu elles freinent un petit peu l'activité. Il y a tellement de précautions à envisager à chaque étape du chantier que ça freine l'évident. Je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont envisagé de facturer aux clients ces 3 mois de dérapage. Donc ça va être un sujet très très difficile. Ceci dit, on se trouve face à des chantiers excessivement propres. Donc, ce serait bien que ça ne continue pas, que ces contingences ne continuent pas, mais qu'on en garde quelques petites leçons, ce serait pas mal. Je me rappelle que j'ai beaucoup travaillé à l'époque au Japon. Au Japon, on arrivait, on changeait de chaussures, on mettait des gants. Il y avait des normes. D'ailleurs, on se fichait d'eux parce qu'ils avaient des masques dans les ascenseurs, un peu partout. Les Japonais avaient des masques. On voit comment ils ont bien réagi à cette dernière pandémie. Donc, il y a quelques normes qui seraient bon de réitérer, je pense. Samia? Très bien. Et alors, peut-être la dernière question. J'ai un flux de questions. J'ai beaucoup sur la dernière question que vous avez posée à Edith Lavoie. Je voudrais revenir sur cette question. Vous savez, on ne peut pas arriver au restaurant et commencer à regarder un computer. Il n'y a rien de plus horrible que de consulter une carte de vin sur une tablette. C'est horrible. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est tellement agréable de tourner, de voir les régions, etc. Passer son pouce sur une tablette, sur un iPad pour voir la liste de vins, c'est insupportable, si vous voulez. Les choses, je pense qu'on n'y arrivera pas. Enfin, lui, je pense que jamais, et moi non plus, si vous voulez, c'est quelque chose qui est pas envisageable. Si vous voulez, quand on arrive chez Guy, c'est comme à la maison. Voilà. On va pas à la maison, on consulte pas son iPad chaque fois qu'on va faire quelque chose. Donc, il faut garder ce charme et cette spécificité, il faut qu'on la garde, il ne faut pas l'abîmer par des technologies qui vont enlever de la poésie à notre monde. Très bien. Et, dernière question peut-être pour clôturer, qui s'adresse, alors qui est un peu plus globale, ce serait vous en tant que grand professionnel de la gastronomie française et de l'architecture, comment appréhendez-vous justement le futur face à l'inertie que cette crise a engendrée? Comment vous l'envisagez a posteriori? Ben, je sais pas. Nous, on peut compter, compter sur, je ne vais pas parler pour Jean-Michel, mais si un peu, j'ai dit, compter sur l'énergie de Jean-Michel, mon énergie, pour qu'on reprenne vite un rythme normal, quoi, parce que le coma artificiel, ça suffit. Il faut que maintenant on soit capable de rouvrir et puis de recommencer. Je le redis, quoi, la vie d'avant, c'était bien cette vie d'avant. Pourquoi pas complètement la changer? Je pense qu'après ces 3 mois d'abstinence, on va être tellement content de redécouvrir la soupe d'artichaut, les petits pois épluchés. On va être tellement heureux de retrouver le saumon cuit à l'unilatéral sur de la glace. J'en rêve déjà et j'en salive de rien que d'y penser. On a été en punition et maintenant il faut que quand même en respectant certaines règles, c'est important, mais on va redécouvrir un monde qu'on a adoré, qu'on a aimé, et dans lequel on était bien. Un mot sur les jeunes. Bon, Guy, vous êtes, je crois que vous êtes fier de dire que vous êtes issu de l'alternance et effectivement de l'apprentissage, tout simplement. De l'apprentissage et toute cette école-là. Et Jean-Michel, vous avez une fondation où vous accompagnez les jeunes. Et nous-mêmes, on a beaucoup d'apprentis dans nos métiers de l'agencement et de l'ameublement. Bon, la période était un petit peu critique pour eux parce que c'est difficile de trouver des entreprises. Mais quoique nous, certains apprentis se sont défoulés en faisant des plats tous les jours et qu'ils ont mis sur les réseaux. Bon, vous avez entendu les mesures qui ont été prises pour l'apprentissage, mais nous, déjà, il y a plus d'un mois, quand j'ai fait la réunion un peu pour savoir qui
quelles seraient les équipes types pour reprendre l'activité, j'ai tout de suite dit, moi, tous les apprentis et tous les stagiaires devront être là le premier jour. Il faut surtout pas qu'on arrête la formation et la transmission. Parce que souvent, les stagiaires, ils ont pas 6 mois chez nous, il y en a 3 qui viennent d'être enlevés. Si on leur donne pas la possibilité de faire ces 3 derniers mois vraiment à temps complet, on met en péril nos emplois dans 2, 3, 4 ou 5 ans, quoi. Je veux dire, c'est important de préserver cette formation, c'est important de faire en sorte que, encore une fois, les apprentis et les stagiaires soient tous là le premier jour. Jean-Michel aussi, vis-à-vis du monde de l'architecture et de l'agencement. Je suis tout à fait d'accord. Vous savez nous avons une fondation. D'ailleurs, le jury se réunit dans 10 jours pour juger le dernier projet qui se trouve à la Tour d'Aigle. Nous, au contraire, on va développer au maximum je pense qu'on va trouver des solutions, parce que ce qui s'est passé, c'est comme j'ai dû réduire un peu les équipes par rapport à l'implantation, parce que nous, on était très serrés dans nos bureaux. On est en train de réimplanter différemment pour recevoir des stagiaires très très vite. Il y a certaines salles de réunion que nous allons transformer en bureaux aussi. On est en train de s'adapter de toute façon, mais je pense que la clé, c'est la transmission. Je pense que c'est une satisfaction, et je pense que c'est une action nécessaire. On a de très bonnes écoles et des très bons maîtres de stage en France. Absolument. Transmettre, ouais. On va respecter l'horaire. En vous remerciant beaucoup de nous avoir consacré cette heure-là. C'était passionnant. On va vous souhaiter de bonnes affaires, Monsieur Savoie, le plus rapidement possible. Voilà. Si on peut rouvrir avant le 22 juin, ça me va bien. Moi, nous, il nous faut 2 jours pour enlever les draps sur les meubles et puis Oui, après, puis rattaquer avec la même passion, le même enthousiasme et puis avec ce souci de rendre les gens heureux. Ils en ont besoin. Ah oui, ça c'est sûr. Et continuer de nous fabriquer des souvenirs, si je peux me permettre. Voilà, c'est ça dont on a besoin. Ouais, merci. Continuer de nous fabriquer des souvenirs, des beaux souvenirs. Vous pouvez compter sur Messieurs, notre merci. application. Merci. Merci beaucoup. Merci de ce moment. Merci. À mes partenaires également. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.